بسم الله الرحمن الرحيم À la fin de mon séjour, j'ai tenu à visiter sur les hauteurs de la ville le mausolée d'Ibn Arabi. Si l'émir a passé les 28 dernières années de sa vie à Damas, c'était pour être enterré aux côtés d'Ibn Arabi, son maître du soufisme andalou, l'homme qui voulait réunir toutes les religions en un amour unique de Dieu. Si toutes les traces de l'émir se sont effacées à Damas, si ses demeures se sont effondrées, si aucune rue ne porte son nom, il reste sa tombe, intacte, avec gravé dessus son nom et sa généalogie. Mais la tombe est vide. Je sais presque tout maintenant de la vie de ce sublime chevalier. Me voilà de nouveau à Alger, et là je me souviens de la phrase de grand-père qui disait que l'émir aura une grande place au paradis. Mais en attendant le paradis, quelle est la place donnée à l'émir aujourd'hui en Algérie? Dans quel grand jardin sa dépouille a-t-elle atterri? De son vivant, l'émir n'a jamais mis les pieds dans cette ville. L'émir repose aujourd'hui sur les hauteurs de la capitale algérienne, au milieu du carré des martyrs de la Révolution. Il a été arraché à la proximité d'Ibn Arabi pour être enterré aux côtés de Houari Boumedienne. Tout le destin algérien de l'émir Abdelkader est là. Il faut prendre le chemin de l'ouest, aller sur les lieux de l'enfance. Je traverse les plaines de Ris, là où vivait la grande tribu des Beni Hachem, ses ancêtres. D'après l'émir, les chevaux des Beni Hachem étaient pareils à des étoiles filantes lancées par les anges contre les démons. J'arrive enfin à Guetna, le village natal de l'émir. Mémoire, Abdelkader raconte qu'il est né dans une zaouia de rêve, qui attirait des milliers de fidèles et des savants qui venaient de Sousse, de Marrakech, de Tombouctou, de Chankrit et même d'Alexandrie pour étudier le Coran, la poésie et la philosophie du soufisme. Sa zaouia est aujourd'hui aussi vide que sa tombe et son berceau est dans un triste état. Cette enceinte marque l'endroit où est né l'émir Abdelkader. Les gens viennent vers ce mausolée, non pour se recueillir, mais pour se soulager. À Guetna, je n'ai trouvé ni les chevaux, ni les étoiles, et encore moins les anges, mais seulement les démons. Le pays natal de l'émir est aujourd'hui un maquis islamiste. Pour fuir le désespoir de Guetna, je prends la route de Mascara, la ville où Abdelkader a été investi sultan d'Algérie et qui fut la capitale de son royaume. Je cherche son tribunal et son état-major, et je trouve ces bâtiments qui ont été tellement mal restaurés qu'on a fini par effacer leur mémoire.
lendemain de l'indépendance, toute l'Algérie tenait grâce au mythe du FLN. C'était un ciment et une identité nationale. Désormais, ce mythe s'effondre avec la crise et la guerre. Alors l'État ressuscite ou improvise un peu partout le mythe de l'émir guerrier, pour faire rejaillir sur lui la pureté révolutionnaire qu'incarnait cet homme. Dans la région de Mascara, on exhume toutes les guerres d'Abdelkader. Le mur de Sasmala, emblème de l'État algérien naissant, a été entièrement reconstruit. Une plaque annonce « Ceci est la résidence de l'émir », laquelle, peu importe. Lui en fallait une, la voilà. Juste en face, il y a ce monument français qui rappelle la figure paradoxale de notre héros. Dans les années 30, la France, pour vanter les progrès de la colonisation, érigeait elle aussi et souvent des stèles en hommage à Abdelkader. L'histoire coloniale le présentait ainsi: Abdelkader, le plus grand ennemi de la France, qui devint son plus grand ami. À ce moment du voyage, je pense à cet itinéraire jalonné de ruines. Depuis le coffre éventré jusqu'à la tombe vide. Depuis le château amnésique d'Amboise jusqu'au palais ravagé de Damas. Depuis ses résidences mouroirs en Syrie jusqu'à son village natal livré aux intégristes. Mais est-ce vraiment là qu'il fallait le chercher? J'en étais là quand j'ai croisé sur la route d'Alger le chef Bentounès, chef de la Zaouïa de Mostaganem. Il accompagnait un groupe de pèlerins partis sur les traces de l'émir Abdelkader. Alors, ça c'est les montagnes qu'on appelle les montagnes de Boumouchogra. Ces montagnes étaient pleines. Autrefois, il y avait beaucoup de forêts. D'abord, ça a été brûlé pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Il y a eu beaucoup de forêts qui ont été brûlées parce qu'à cause du maquis, les gens se cachaient dans le maquis. Et maintenant, avec ce qui se passe depuis une dizaine d'années, le reste a suivi. Conférence de Bruno Etienne, il disait soit avec les musulmans, un musulman, soit avec le chrétien, un chrétien, soit avec le juif, un juif, et soit avec, dans la ligne, avec le polythéiste, quelque chose comme ça. Il faut comprendre le sens de délire. C'est très délicat. C'est-à-dire, au fait, comme c'était un akbarien, il s'inspirait de la tradition akbarienne. Il ne faisait que répéter ce qu'avait dit Ibn Arabi. Que mon cœur, c'est-à-dire en moi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place pour le juif, il y a la place pour le chrétien, il y a la place pour le musulman, il y a la place même pour l'animisme. Il y a de la place dans mon cœur. C'est la religion qu'ils ont suivie et professée pour eux, c'était la religion de l'amour. Donc, et l'amour, pour eux, était destiné à toutes les créatures. Donc, tout en gardant les différences et les distinctions entre l'un et l'autre, ils considéraient que tout était relié à l'unité. Donc, ils avaient un respect énorme pour toute forme de tradition. Et comme l'émir l'a prouvé sur le plan, je veux dire, comme c'était un homme à la fois d'action et de méditation. C'est un homme qui a été un homme d'action. Il a fondé un État. Le premier État, je dirais, national, la première identité nationale algérienne, on la doit à l'émir. Avant lui, l'État algérien n'avait pas ses contours, n'avait pas une définition, c'était les Ottomans. Et ça faisait partie de l'Empire ottoman. Mais avec l'émir, l'Algérie prend une identité et puis rentre dans la modernité. Par exemple, un fait extraordinaire, c'est que les prisonniers, par exemple, étaient sous la responsabilité de sa mère. Parce qu'ils devaient manger exactement ce que mangeait l'émir.
Et il était sûr que sa mère exécuterait cette décision. Et quand il n'avait plus rien, à la fin, il n'avait plus rien, et le peu qu'il y avait, on l'a amené à l'émir, il a dit, est-ce que les prisonniers ont mangé? Ils ont dit non, il n'y a plus rien. Il leur dit, donnez à manger aux prisonniers, parce que moi, j'ai encore ma liberté. Nous sommes à un endroit très symbolique. C'est l'endroit où pour la première fois, l'émir Abdelkader a reçu l'investiture par les tribus de Gris, c'est-à-dire les populations de cette magnifique plaine dans laquelle on se trouve. Et il a répondu à la fois par l'action, la méditation, par l'esprit, par la raison. Il a fait la synthèse de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un homme universel. Chose extraordinaire, tout cela était en abandon. Et il y a seulement une année que les endroits qu'on a visités aujourd'hui, à Mascara, comme ici à Ris, ont repris vie. Alors souhaitons, Inch'Allah, que c'est un nouveau départ pour ce pays et souhaitons-lui beaucoup de paix, de fraternité, de progrès, tout en gardant ses racines et ses traditions. Quand on voit que 40 ans après, c'est seulement maintenant qu'on prend conscience des lieux où l'émir a vécu et qu'on commence à les réhabiliter. Mais c'est incroyable. Alors pourquoi on est allé chercher les cendres de cet homme de Syrie et pour les amener à l'Alia, à la capitale de l'Algérie, à Alger, le cimetière de l'Alia, et de l'autre côté, on occulte tout à fait, on gomme cette partie de cet enseignement, de cette origine spirituelle, d'où il vient. Et pas seulement lui. Aujourd'hui, l'Algérie sort difficilement d'une guerre civile qui a fait plus de 150 000 morts. Une guerre menée par des islamistes qui assurent incarner le vrai islam contre un pouvoir qui jure incarner la vraie révolution. Une guerre qui déchire un peuple qui tantôt rêve d'Occident, tantôt se prend de nostalgie pour l'âge d'or de l'islam. La destinée de l'émir était en soi des plus prémonitoires par rapport à celle de la nation qu'il aurait rêvé construire. Comment affronter la violence du monde quand on est imprégné de cette culture musulmane, parfois si coupée du monde? Abdelkader, lui, avait réussi à concilier dans sa propre chair ses contraires. Il était absolument moderne, car il était foncièrement soufi, du début jusqu'à la fin de sa vie. Il avait compris que pour résister à la violence du siècle, il fallait non pas s'enfermer dans ses racines, mais au contraire, les mettre à la lumière du jour. C'est la grande leçon de l'émir Abdelkader, et c'est là sa trace indélébile. Pouvoir construire malgré la guerre et le goût amer de la défaite, malgré la prison et la douleur de l'exil, construire un cœur prêt à devenir Coran, Torah ou Évangile.